Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 9 février pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsque le grand attracteur, c'est la volatilité, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « C'est pas le moment de jouer au héros ». Je parle un petit peu en connaissance de cause parce que ce matin, j'ai tenté de rallier Paris en moto. Et puis au bout de 10 minutes, j'ai dû faire demi-tour et venir plus prudemment à Paris en train. Alors, je ne sais pas, en termes de stratégie de marché, quel est le bon train, mais en tout cas, c'est certainement pas le moment d'enfourcher la moto de la volatilité parce que vous allez très très vite vous retrouver par terre. Car la volatilité a rebondi vers 33 hier aux États-Unis. Et en préouverture à Wall Street, on serait plutôt entre 35 et 36. Autrement dit, 2 fois la volatilité historique, presque 4 fois la volatilité, alors bien sûr surréaliste, affichée mi-janvier, c'est-à-dire 9,5. Cette question de la volatilité est évidemment fondamentale, parce que c'est par rapport à son niveau que se déterminent les gérants et tous les spéculateurs. Une volatilité basse signifie que l'on peut prendre du risque, puisque, a priori, tempête de ciel bleu à l'horizon, aucun mouvement de correction en vue. Et là, nous sommes en fait en plein dans la correction, et c'est là que tout le monde cherche à se couvrir. Et comme cette couverture coûte très cher, on ne peut pas prendre les mêmes leviers. Ça coûte donc maintenant 4 fois plus cher de couvrir ces positions. Donc théoriquement, il faudrait pratiquement diviser les leviers par 4. Alors il y a aussi des raisons fondamentales de ne pas toucher au marché. Regardez hier l'évolution des taux longs américains. On les a vus grimper jusque vers 2,88. Et pourtant, ça ne se présentait pas très bien en préouverture. Mais même avec des arbitrages et ce qu'on appelle la fuite vers la sécurité, c'est-à-dire vers l'obligataire, ça n'a pas suffi à soutenir les T-bonds américains. Alors il y a une raison très concrète, dont finalement les médias n'ont quasiment pas parlé, mais qui pour nous est aussi là un événement fondamental. Le Trésor américain avait programmé une émission de bons du Trésor à 30 ans, mercredi soir, un montant tout à fait anodin de 16 milliards de dollars. C'est peanuts à l'échelle de ce marché. Et pourtant, ça s'est mal passé. La demande a été très faible, malgré une rémunération qui était supérieure à 3,05. Et elle est très vite montée à 3,13, 3,14. Le problème, c'est que le 30 ans américain, c'est la référence pour tous les emprunts hypothécaires. Les fameux emprunts à 30 ans, ce qui est la norme aux États-Unis pour un achat immobilier, sachant qu'un Américain en moyenne conserve son bien entre 5 et 6 ans. Je referme la parenthèse. Donc, les taux hypothécaires sont aujourd'hui au pire niveau qu'on n'a jamais pu observer aux États-Unis depuis près de 3 ans. Alors de là à faire éclater la bulle immobilière, il n'y a qu'un pas. Et puis bien sûr, il y a toutes les autres bulles. Bulle du crédit revolving, donc les fins de mois difficiles que l'on assure en faisant de la cavalerie sur sa carte de crédit. Il y a les crédits étudiants, on atteint pratiquement les 1500 milliards de dollars. Les chiffres sont tout frais, ils datent de mercredi soir. On est à plus de 1200 milliards sur le crédit auto, dont une bonne partie n'est autre que du pur subprime. Et puis, on a aussi la bulle des encours à terme sur les marchés financiers, et que l'on refinance aujourd'hui à 2,10 sur le 2 ans, alors qu'un an auparavant, ça ne coûtait pas plus de 1,30. D'ailleurs, même au mois d'août dernier, ça ne coûtait pas plus de 1,30. Donc, il est plus cher de financer ces positions à terme. Il est maintenant beaucoup plus cher de les couvrir. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de réduire les leviers. Et c'est une opération qui risque de prendre des mois, parce que ça fait en fait depuis février 2016 que les marchés grimpent sans discontinuer, donc que les leviers s'amplifient sans discontinuer, avec un sentiment d'invulnérabilité qu'on n'avait jamais vu d'ailleurs depuis 1929.
Et aujourd'hui, donc, on ne peut pas réduire ces leviers comme ça en 3 jours, 5 jours de correction. Alors, moins 10 sur le Dow Jones. Espérons qu'on assiste à un petit rebond technique court terme. Encore une bonne occasion de revendre, ce que nous avions d'ailleurs conseillé au cas où le Dow Jones rebondirait vers les 25 200. Là, ça va être très très chaud aujourd'hui. Est-ce que les Sherpas vont réussir à stopper la débâcle avant le week-end? Car si ce n'est pas le cas, alors ça sera un lundi très très compliqué, peut-être même un lundi noir. Et puis en plus, vous avez sur le front géopolitique l'affrontement direct maintenant entre les troupes turques et les troupes américaines qui combattent aux côtés des Kurdes. Alors, soi-disant contre les derniers rebelles, Al-Nosra, etc. Et en fait, M. Erdogan a décidé de reconquérir une bonne partie du Kurdistan pour véritablement éliminer les Kurdes et les éloigner de la frontière turque. Donc là, il s'agit probablement d'une guerre de conquête, en face de quoi nous avons des Américains qui soutiennent plutôt des Kurdes qui cherchent, eux, à enfin sécuriser une zone dans laquelle ils pourraient être indépendants. Ça, en tout cas, on sait que les États-Unis soutiennent ouvertement un État kurde. Voilà, donc c'est explosif sur le front géopolitique, c'est explosif sur le front technique avec ces questions de volatilité et de deleveraging, c'est explosif au niveau des encours de dette, et ça devient maintenant explosif pour le Trésor américain qui a du mal à se refinancer, même pour des émissions aussi peu impressionnantes que 16 milliards de 30 ans. Donc on peut dire véritablement que là, le cocktail d'une grande correction, ce cocktail aujourd'hui, il n'y a plus qu'à le secouer et à le verser. Alors c'est pas le moment de faire le héros.